Laurent Sabatucci, bonjour. Bonjour Laurent. Merci d'être à nouveau sur nos écrans, n'est-ce pas, avec le podcast des Forces françaises de l'industrie. Tu fais partie de notre club et tu as été désigné à l'unanimité, c'est-à-dire par deux personnes qui se sont croisées dans un café, comme notre expert de l'immobilier. Et en ce moment, c'est assez intéressant de regarder pourquoi ça nous intéresse l'immobilier. Parce que quand on dit qu'on réindustrialise, il y a un moment, il faut quand même construire des usines. Bon. Donc, je crois que tu as un certain nombre de chiffres à nous partager. Est-ce que tu peux nous donner la tendance que tu constates, j'allais dire, pas au cul du camion, mais au cul des tractopelles? Oui, effectivement. Alors nous, on a toujours deux jambes. Une jambe sur l'immobilier logistique, qui se porte bien, et une jambe qu'on essaie de développer pour développer des projets industriels. C'est vrai que cette jambe-là, elle souffre un peu. On boite un peu. Ouais. Donc c'est intéressant de comparer les deux. En plus, les deux sont intimement liés. On ne fait pas d'industrie sans logistique. On ne fait pas non plus de logistique s'il n'y a pas l'industrie derrière. Alors, petite question quand même, on peut faire la logistique qui consiste à faire venir des choses de très loin, produites ailleurs. Bien sûr. On va en parler parce que c'est un phénomène important. C'est vrai. Néanmoins, on voit que à peu près 15% des opérations logistiques sont faites pour des industriels sur le marché. Des gens comme Renault, des industriels de l'automobile, de l'agroalimentaire, de la défense. De plus en plus d'opérations pour les industriels de la défense. Il y a même une étude anglaise qui dit qu'il va falloir construire 37 millions de mètres carrés d'entrepôts en Europe pour stocker, distribuer la production liée à la défense. Alors, bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que le chiffre est juste? En tout cas, on sent qu'il y a une vraie demande. Ça pousse là-dessus. Voilà. L'aéronautique, beaucoup aussi. Ouais. Donc les industriels sont très présents, soit directement, soit via des prestataires, et sont des acteurs importants de l'immobilier logistique. Le e-commerce, dont on parle beaucoup, représente à peu près la même chose que l'industrie, c'est à peu près 15% du marché. Oui. La grande distribution alimentaire représente une part significative, de l'ordre de 20-25%. Elle doit être plutôt stable, celle-là? Elle est plutôt stable, parce qu'on consomme toujours, on mange 3 fois par jour. Malgré la crise, on continue à consommer, et donc c'est un marché, c'est toujours une part significative du marché qui est plutôt stable, effectivement, et qui est plutôt une logistique de circuit court. Parce que la logistique, en fait, il y a une logistique circuit court, l'alimentation, la pharmacie, une partie de l'industrie, et il y a une logistique grand import, des distributeurs, des retailers, qui est celle que tu évoquais, qui est de faire venir des produits lointains et de les distribuer. Donc il y a vraiment ces deux logistiques qui se développent et qui représentent à peu près 50-50 dans le marché. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est pour la logistique. L'industrie, quand on regarde les chiffres de la Direction générale des entreprises ou de Trendéo, et nous, nos propres retours marché terrain, on voit bien qu'on ferme plus d'usines qu'on en ouvre depuis à peu près un an. Je crois que le solde qu'annonce Trendéo, c'est de l'ordre de 30 fermetures de plus par semestre depuis un an. Donc, et en fonction des tailles, tu as des indications? Non, je n'ai pas les tailles. C'est plus les secteurs. On voit que l'agroalimentaire souffre. Ouais. Ça, c'est à mon avis un enjeu majeur parce que ça doit être aujourd'hui le premier employeur. C'est le premier secteur industriel, l'agroalimentaire. Et derrière l'agroalimentaire, il y a l'agriculture. Et donc, je pense qu'il faut être hyper vigilant sur ce sujet. C'est un vrai sujet de souveraineté. On est très fort là-dedans. Et donc, je pense que c'est un sujet qu'il faut regarder avec attention. Mais on voit que ça souffre. Donc, et nous, on voit qu'on n'a pas beaucoup de projets. On essaie d'en trouver et c'est difficile. Il y a un autre phénomène. Les projets sont portés par des grands groupes. Il y a une polarisation. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a moins en moins de projets d'ETI. Et de plus en plus, on souffrait déjà de ça, on en avait parlé, de plus en plus de projets portés par des grands groupes. Donc ça aussi, c'est pas génial. Donc une concentration sur moins d'acteurs. Ouais. Avec des gens qui en plus peuvent décider d'aller ailleurs, contrairement à une PME ou une ETI qui est quand même
très implanté. Voilà. Donc c'est pas génial. La situation, l'emploi industriel baisse, alors l'emploi logistique augmente. Donc là aussi, c'est ce qu'on dit nous aux collectivités. Attention, parce que on voit bien que l'industrie, c'est important, il faut y arriver, mais ça va mettre du temps et pour l'instant, on n'y arrive pas. Et alors justement, parce qu'on a eu plusieurs fois la discussion, il y avait un certain nombre de facteurs qui expliquaient que l'industrie en France se traînait un peu. Même s'il y avait à l'époque une augmentation, elle n'était pas folle. Et on avait identifié tout un tas de raisons, notamment la complexité, notamment un manque d'investissement, disponibilité du foncier. Là, tu me disais hors micro que c'était plus ça le problème, c'est qu'il y avait de plus en plus de difficultés financières. Oui, financières chez... Ouais, je pense que c'est un sujet que vous traitez d'ailleurs sur comment orienter l'épargne vers le financement de l'industrie. Moi, j'ai presque l'impression que toutes les entreprises industrielles ne devraient plus payer d'impôts du tout. Mais parce que c'est presque un acte de résistance, comme tu le dis souvent. Il faut réussir à faire en sorte que les gens qui ont envie de développer un site industriel, ce qui dans le monde d'aujourd'hui est un exploit. Pourquoi c'est un exploit ? Je pense qu'aujourd'hui, la réglementation, faire un site, déjà, quand il n'y a pas trop de process à l'intérieur du site, hyper compliqué. Mais alors, avec du process à l'intérieur, le coût des machines, comme la plupart des machines ne sont pas faites en France, il faut les importer, les financer, partir dans cette aventure-là. Moi, je considère que c'est Donc, retour d'investissement très long. Un exploit, oui. Retour d'investissement très long. Faut lever des fonds. On sait que c'est hyper compliqué de lever des fonds sur l'industrie aujourd'hui. Donc non, je pense à notre ami Marc Samuel, qui a réussi à boucler son tour de table. Je crois que lui c'était autour de 15 millions d'euros. Ouais, Samuel, Marc, il a fait... c'est ça. Je crois qu'avec le foncier et tout, il est même quasiment à 18 millions. Et ça, c'est un exploit. Un exploit. Ouais, donc, non, mais c'est surtout, c'est très fort parce que... 29 ans. Ouais, non, c'est incroyable, c'est incroyable. Non, le projet, j'espère que ça va marcher parce que le projet, en plus, est très convaincant. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Voilà, je considère pour toutes ces raisons, et comme tout le monde, que c'est très valeureux de se lancer dans cette aventure et qu'il faut trouver un système pour que le financement soit plus fluide, que les freins administratifs soient nuls et que fiscalement, que ces gens-là soient fiscalement avantagés par l'investissement qu'ils font, quoi. Et alors, les freins administratifs, tu avais l'air de dire qu'il y a quand même un certain nombre de personnes dans les collectivités locales qui se décarcassent pour que ça aille bien et qu'en ce moment, c'est plus trop là le nœud. Mais c'est effectivement que les entreprises, là, les carnets de commandes ne sont pas terribles et que... Oui. Alors, les collectivités, localement, effectivement, ce qu'on disait la dernière fois, c'est des gens qui veulent absolument développer leur territoire. Et il ne faut pas oublier que les villes vivent des taxes foncières, grosso modo. Il y a des dotations de l'État. Donc, la taxe foncière, il y a celle qui existe et puis il y a le futur. Il y a les nouvelles constructions qui vont arriver. Et donc, c'est vital pour une ville ou une Comcom qui a des besoins de développer. Comcom, c'est communauté de communes. Pardon, ouais. De développer, parce que sinon, ça fait exploser le niveau des taxes foncières. Ce qu'on vit en ce moment. Du parc, ce qu'on vit, je t'avais donné quelques chiffres. Il faut bien se dire qu'il y a plein d'endroits en France, notamment en Île-de-France, où la taxe foncière représente 20 à 40% du loyer. C'est quand même invraisemblable. C'est-à-dire que c'est des sommes colossales. Si on ne construit pas davantage, comme les besoins des collectivités augmentent, la taxe foncière va continuer à augmenter dans des proportions invraisemblables. Il faut que l'assiette soit un peu plus large. Donc c'est pour ça que, de toute façon, les collectivités... Donc, il faut plus d'usines ou d'entrepôts, en tout cas d'entreprises, pour qu'il y ait plus de revenus, qui payent chacune leur quote-part, comme ça fait augmenter ça, sans qu'elles-mêmes, chacune, soit écrasée. À moins qu'on soit capable de baisser le besoin.
des collectivités. Des économies ou de l'État, ce qui semble... Non, mais on voit bien que le besoin social est énorme, donc on ne voit pas trop comment ça peut fonctionner. Hein. En tout cas, on voit bien dans toutes les décisions qui sont prises qu'en tout cas, ce n'est pas la voie qui est prise. Si on ne baisse pas le besoin, il faut augmenter les ressources. Les ressources, elles sont fiscales, elles sont payées par les entreprises, pour partie, notamment la taxe foncière. Donc, sauf à faire augmenter de 300% en 20 ans, ce qui a été le cas sur pas mal de communes, la taxe foncière des entreprises. Parce qu'en fait, il y a le taux et puis il y a l'assiette. Si on dit que c'est quoi l'assiette ? L'assiette, c'est la valeur de base sur laquelle va s'appliquer le taux. Donc, on peut avoir un taux qui augmente de 2 ou 3% par an, mais si l'assiette, elle change, et que du jour au lendemain, un bâtiment qui avait une assiette de X, de 100, une assiette de 200, le taux explose. Donc c'est un peu ça qui s'est passé dans pas mal de secteurs pour les immeubles industriels et logistiques. Donc on arrive avec des taux de taxe foncière qui sont assez énormes. Ouais, donc moins il y en avait, parce qu'elle partait ailleurs, plus les impôts qui pesaient sur celles qui restaient étaient importants. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut bien avoir ça en tête. La fiscalité, c'est un sujet pour les collectivités. Donc les collectivités, elles veulent faire du développement. Les services de l'État veulent en faire, mais souvent, il n'y a plus de pouvoir dans les services de l'État. Et donc, il y a des gens qui, eux, souhaitent qu'il n'y ait plus de développement. Hein, je te citais quelques exemples, on en a déjà parlé, mais c'est vrai qu'on a des exemples un peu incongrus. Donc, au sein des services de l'État, il y a des gens qui ne veulent plus faire de développement. Exactement. Voilà. Et les arbitrages qui se faisaient avant par les préfets ne se font plus. Voilà, c'est ce qu'on a déjà évoqué ensemble. Moi, c'est le sentiment que j'ai, ça fait 30 ans que je fais ça. Et c'est vrai qu'avant, il y avait l'État décidé à un moment, et aujourd'hui, c'est moins le cas. C'est un peu ce que dit Borloo en ce moment. Il dit oui, on n'est plus un pays centralisé, on n'est pas encore un pays décentralisé, il a complètement un pays désorganisé. C'est ça, oui. Parce que localement, il y a une volonté, il y a des gens qui bossent et qui veulent y arriver. L'État est favorable aussi, et parfois, il y a des choses qui viennent bloquer le système, sur lesquelles plus personne n'a de prise, et donc on n'y arrive plus. Et donc voilà. Et je te citais cet exemple qui t'a fait sourire, ou rire même. Fais-moi rire, voilà, s'il te plaît. Exemple classique, besoin de faire de l'archéologie sur un terrain, très bien. Donc c'est-à-dire terrain vierge ? Terrain dans une zone industrielle. D'accord, il est nu ? Il est nu, il y a de l'archéo, donc il y a un diagnostic archéo qui est fait. C'est le maître d'ouvrage, donc l'entreprise qui paye évidemment ces fouilles archéologiques. Ça coûte combien ? C'est variable, mais là, le dernier exemple qu'on a, nous, c'est 350 000 € sur un... Donc c'est pas une paille, quoi. C'est pas une paille. Donc ça prend du temps, ça coûte de l'argent, mais bon, c'est la loi, c'est comme ça. Sauf que, une fois les fouilles faites, il arrive que les trous qui ont été faits à l'occasion de ces fouilles ne soient pas bien rebouchés. Et là, ce terrain qui avait de l'archéo, mais qui n'avait que de l'archéo, devient une zone humide, parce que l'eau s'est stockée à cet endroit-là, et ça devient une zone humide. Et donc, on est bloqué une deuxième fois, parce qu'après, on a une zone humide sur un terrain qui était dépourvu de zone humide. Une zone humide, c'est quoi ? C'est une zone qu'on ne peut plus, sur laquelle on ne peut plus construire, sauf à trouver des compensations. Donc c'est-à-dire que pour protéger la biodiversité, on se dit qu'il faut protéger les zones humides. Là, il n'y avait pas de zone humide. Voilà. Parce que les gens qui ont fait les trous, les ont pas rebouchés et qu'il a plu ou que je sais pas quoi, c'est devenu une... Voilà, bon, c'est pas juste la pluie, mais c'est une caractéristique de terrain, mais en fait, c'est devenu une zone humide. Et ensuite, il faut faire une procédure pour trouver des compensations à cette zone humide. Donc, c'est des choses qui sont... Sur un terrain qui a été classifié zone industrielle, constructible, où il y a eu toutes les études qui ont été faites. Oui, bien sûr. Donc, c'est pour ça que... Voilà, c'est ce qu'on vit, ça alors, c'est pas tout le temps, mais ça reste tellement loufoque que... voilà, il faut que ça s'arrête. Ça. Oui, c'est-à-dire que ça fait rigoler les gens, sauf le maître d'ouvrage. Voilà, et ça, faut pas trop qu'il y ait ça, quand même. Et ça, c'est fréquent, quand même. C'est pas fréquent, mais c'est ça ou d'autres problèmes. En fait, il y a une accumulation de problèmes. Et ça, en fait, malheureusement, c'est pas les collectivités, c'est pas le préfet, c'est des services. Bon, c'est un peu hors de contrôle. Et ça, il faut remettre tout ça dans un ordre un peu démocratique, qui est de dire, soit on veut faire le projet et les élus, tout le monde veut faire ce projet et on le fait, soit on veut pas faire le projet, mais pas cette situation. Donc voilà le type de situation qu'on vit encore aujourd'hui, mais c'est pas le frein à l'industrie, loin s'en faut. Le frein à l'industrie,
c'est ce que tu disais, il est économique aujourd'hui, de mon point de vue, hein. Et il faut remettre en place un système pour que les gens aient envie d'investir dans l'industrie, que les industriels aient des commandes, fabriquent en France. Et ça, c'est un enjeu qui est fort. Oui, sauf qu'on a décidé de taxer les holdings. Oui, alors après, moi, je suis, je suis pas du tout un ultralibéral, mais je pense qu'une entreprise devrait être très peu taxée. Et qu'ensuite, on devrait taxer ensuite pour créer le maximum de richesse et rendre les entreprises les plus compétitives possibles pour qu'elles créent le maximum de richesse. Donc, c'est pas du tout un point de vue idéologique, c'est juste, comme c'est l'entreprise qui crée la richesse, je pense qu'il vaudrait mieux qu'elle soit plus compétitive dans un monde ouvert. Dans un monde fermé, on fait ce qu'on veut, mais dans un monde où on est en compétition avec le monde entier, il faut que les entreprises soient les plus compétitives possibles. Ça, mon sentiment en ce moment, c'est qu'il y a quand même pas mal de Français qui ont compris ça. Qui se disent, il y a de la création de richesse dans l'entreprise, etc. Par contre, là où c'est plus nébuleux, c'est qu'on leur a raconté récemment qu'il y avait des gens qui créaient des holdings qui n'étaient pas fiscalisés. Bon, j'ai regardé, ça n'existe pas, les holdings pas fiscalisés en France, hein, et qui percevraient de l'argent, qui accumuleraient des bénéfices et qui, du coup, échapperaient à l'impôt. Est-ce que tu peux nous expliquer, de ton point de vue... Oui, je suis pas un spécialiste. Non, mais comme tu vois, tu fréquentes un petit peu ces milieux-là. Moi, ma lecture des choses, c'est qu'une holding, pour un entrepreneur, c'est aussi un endroit où il va gérer la trésorerie de ses différentes entreprises et stocker l'argent qui vient des entreprises qui gagnent de l'argent pour éventuellement le réinvestir dans des nouveaux projets ou dans des entreprises qui ne vont pas bien. On est d'accord? Oui, alors ça, c'est les holdings qui détiennent un outil professionnel. Il y a des holdings qui ne détiennent pas d'outils professionnels. Alors je ne parle que des holdings d'entrepreneurs. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire cette nuance. Et je crois que c'est ce qui va être fait. J'ai compris ça, mais après, je n'ai pas tout compris. Hein, mais à mon niveau, j'ai compris qu'il allait y avoir sans doute une différence entre les holdings qui détiennent un outil professionnel et celles qui n'en détiennent pas. Mais de toute façon, aller taxer de l'argent qui n'a pas été distribué, qui n'a pas été perçu et qui est dans une entreprise, c'est un concept un petit peu étonnant. Mais bon, après, ça, c'est le débat dans lequel nous sommes. Moi, je pense que plus basiquement, une entreprise industrielle en France qui devrait avoir tous les feux au vert et devrait avoir le moins d'impôts possible parce qu'elle est en compétition avec le monde entier. Et si on veut qu'elle y arrive, donc il faut flécher de l'investissement et il faut absolument que fiscalement elle ait le maximum d'avantages pour y arriver. Et il faut qu'il y ait de la commande publique, un sujet que tu connais bien. Donc voilà, il faut. Et si on ne fait pas tout ça, ben ça ne marchera pas. Donc, parce que le monde, malheureusement, c'est toujours la même histoire. On voudrait qu'il soit comme on voudrait qu'il soit, mais non, il est comme il est. Et il est ouvert, donc on est en compétition avec le monde entier. Et donc on ne fera pas autrement. Et ça, tu le sens, toi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, dans les moindres ouvertures d'usines et les plus grandes fermetures qu'ailleurs, quoi. Oui, et on voit bien que les gens avec qui on discute reportent tous leurs projets. Et est-ce que tu as des gens qui reportent à l'étranger? Des gens qui renoncent à un là, projet? on a eu un gros toi. stop sur un gros projet, et ils s'interrogent, mais ils l'ont pas fait pour l'instant, mais ils s'interrogent. Je n'en ai pas en tête, mais j'ai beaucoup de reports d'1 an, 2 ans de projets. Ouais. Donc ça, c'est pas bon du tout. Pas bon du tout. Donc la logistique fonctionne, même si là aussi ça ralentit. Hein, tout ralentit, donc la consommation ralentit. Le e-commerce fonctionne. Il y a de nouveaux acteurs plutôt asiatiques qui arrivent en France. Hein. Oui, on parle beaucoup de Chine. Alors, oui, pour l'instant, on les a pas bien identifiés, mais oui, il y a sans doute, puisqu'on voit bien qu'ils sont présents. Est-ce qu'ils sont présents directement ou pas, je ne sais pas. Maintenant, ils commencent à vendre, enfin en tout cas, à vouloir vendre en centre-ville. Il y a cet exemple du BHV, donc ça veut dire que c'est plus des petits colis qui arrivent directement par la poste de Chine. Oui, tout à fait. Donc après, c'est pas, ça reste encore sur les implantations que nous voyons. Hein. Aujourd'hui, ça reste marginal en termes d'implantation dans le périmètre. Hein, et donc on ne voit pas encore
révolution à ce niveau-là. Moi, j'en ai pas vu en tout cas. Après, moi j'ai toujours en tête l'exemple de Toyota qui est venu s'implanter en France et qui est une réussite. Est-ce que si demain les voitures sont chinoises, il ne faut pas avoir BYD en France plutôt qu'ailleurs, hein. De toute façon, nous, on préfère Toyota qui produit en France que Renault qui produit en Turquie, hein. Donc voilà, bon moi alors après, attention, je pense qu'il y a un vrai... surtout, on le voit bien, comme ce sont les grands groupes qui fixent, qui fixent un petit peu la tendance, avoir les sièges sociaux de grands groupes français, c'est quand même essentiel. Donc même s'ils fabriquent ailleurs, le fait que... moi j'ai toujours en tête l'exemple de Lafarge qui est devenu Holcim. La première chose qui a été faite, c'est que le siège en France a fermé. Donc, et mine de rien, quand les décisions sont prises, le fait d'avoir le siège social en France, ça compte. Donc voilà, il faut regarder tout ça avec prudence, mais enfin voilà, bon, ça ralentit, la logistique ralentit, mais beaucoup moins vite que l'industrie. Les investissements industriels ralentissent, l'emploi industriel ralentit. Ce qui fonctionne, c'est l'investissement étranger. Paradoxalement, Blackstone vient de faire un très gros investissement en immobilier sur des sites plutôt industriels, locaux d'activité. Et le patron de Blackstone disait qu'il voulait investir plus en France. Donc, assez paradoxalement, les fonds, notamment anglo-saxons, investissent. Donc l'investissement. Et c'est pas que sur des data centers ou ce genre de choses. Il y a ça aussi, c'est vrai. Tu as vu les annonces, hein, c'est important. Donc tout le monde veut investir en data center en France. Donc oui, non, puisque là il s'agit d'immeubles qui sont à la frontière entre la petite logistique et l'industrie. On appelle ça les locaux d'activité, qui hébergent à la fois des petits fabricants, des petits négociants. Donc c'est plutôt et c'est très capillaire dans le tissu français. Donc c'est plutôt bon signe de voir ça. Et on voit bien que l'investissement continue à fonctionner en France. On a des investissements étrangers en immobilier ou sur d'autres secteurs. Par les data centers, c'est très juste. On a énormément de demandes, de recherches, de sites pour faire des data centers. Alors le sujet sur les data centers, hein, c'est que c'est des très beaux investissements qui consomment énormément d'électricité. Alors, on a une électricité décarbonée, donc à un prix plutôt stable, donc ça c'est bien. Par contre, c'est des investissements qui, je vais dire, par million investis, créent peu d'emplois. Ah oui, non, il y a peu d'emplois. Oui. Non, l'objectif, c'est pas l'emploi sur le data center. Non, de toute façon, c'est le problème de la France, hein, c'est que comme on a un coût du travail, une réglementation du travail qui sont assez pénalisants, on attire des investissements où il n'y a pas beaucoup d'emplois, hein. De toute façon, comme d'habitude, plus on taxe quelque chose et plus il va ailleurs. Donc, ouais, je ne sais pas, parce qu'avec l'automatisation, c'est des problèmes qui sont compliqués à apprécier, mais tu as sans doute raison. Moi, je crois vraiment qu'on a un problème de financement de l'industrie en France. Il faut faire en sorte que fiscalement, les gens aient intérêt à investir sur l'industrie. Et si on ne fait pas ça, ça va être compliqué.